Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici à Cordemais. Nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Nantes, en Loire-Atlantique, région Pays de la Loire comme vous le savez, pour le Forum des Possibles. Le Forum des Possibles, un forum autour d'un projet, le projet EcoCombust, projet innovant porté par EDF et ses salariés, projet qui porte une alternative crédible et durable pour convertir la centrale à charbon de Cordemais en centrale à biomasse. Alors préserver l'environnement tout en préservant un bassin industriel de plusieurs centaines d'emplois, eh bien c'est possible. C'est d'ailleurs toute la raison d'être de ce forum des possibles, faire la lumière sur le projet EcoCombust. Alors nous sommes ici sur l'espace télé, l'espace TV du forum, un espace de débat, un espace d'échange d'idées, un espace qui se veut complémentaire à la grande scène où se déroule en ce moment une prise de parole, celle de Gwenaël Plagne, représentant de la FNME CGT. On accueille sur la grande scène deux grands débats animés par l'incontournable Jérôme Bonaldi. Et au programme donc de notre espace, ici l'espace TV, trois débats de 30 minutes, de 10h à 11h30, trois débats avec différents intervenants et intervenantes du territoire, des élus notamment, des professionnels de l'énergie, des spécialistes de l'environnement également, toutes et tous réunis pour faire la lumière sur le projet EcoCombust, son histoire, sa particularité et aussi et surtout ses apports, ses points positifs. Moi, c'est Hugo Lanoé. Je suis ravi de vous accompagner tout au long de cette matinée. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre site internet forum-d-possible au pluriel.fr. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à poser vos questions. Twitter, Facebook, YouTube, avec les hashtags EcoCombust, bien évidemment. Le hashtag Forum des Possibles, au pluriel toujours, ou encore le hashtag FP 2021. On vous attend nombreuses et nombreux, on est ensemble jusqu'à la pause déjeuner, on compte sur vous et en tout cas encore merci de nous suivre en direct ici à Cordemais. Alors, on va commencer tout de suite avec notre premier débat, avec un thème et une question. Ce thème, c'est donner une seconde vie aux centrales à charbon, car comme vous le savez, notre président de la République, Emmanuel Macron, a fait d'une promesse de campagne la fermeture des centrales à charbon. Et cette question, en quoi le projet EcoCombust est-il un modèle d'avenir, notamment sans doute pour les autres centrales à charbon qui restent encore en France et qui se comptent très clairement sur les doigts d'une main. Alors, avec moi sur ce plateau, deux intervenants. D'abord, Cécilia Stéphan, bonjour à vous. Bonjour. Cécilia Stéphan, vous êtes la directrice de l'estuarium de Cordemais. On y reviendra tout à l'heure, on expliquera un petit peu le rôle, l'objectif également de l'estuarium. Et puis à gauche, nous avons Sébastien Bellomo, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes secrétaire CSE de Cordemais. Et pareil, on reviendra sur le rôle, l'objectif du CSE. Évidemment, joue un rôle central dans le développement, la création, la jeunesse du projet EcoCombust. Je me tourne peut-être d'abord vers vous, Cécilia Stéphan. Vous êtes donc directrice de l'estuarium de Cordemais. Alors, qu'est-ce qu'un estuarium qu'est-ce qu'un estuarium et quel est son objectif ici à Cordemais? Alors, Estuarium est une association qui a la particularité d'avoir été créée par les affaires culturelles, donc la DRAC. Et donc à la base, il y a 25 ans de ça, voilà, ça commence à dater. Estuarium était un programme scientifique avec une équipe de scientifiques qui avait pour objectif de révéler le patrimoine de cet estuaire sur ses deux rives. Et donc rapidement, cet outil a évolué vers un outil d'animation du territoire avec comme l'objectif d'accompagner les élus dans leur réflexion par rapport à l'idée d'un projet sur cet estuaire en termes de valorisation du patrimoine. Également des missions d'éducation au territoire, donc auprès des plus jeunes, mais pas seulement, donc, où on sensibilise bien sûr à l'environnement, mais l'environnement dans le sens large du terme. Ça peut être l'environnement naturel, industriel, agricole, portuaire, voilà, tous les ingrédients de l'estuaire sont présentés. On a vraiment une approche transversale autour justement des préceptes du développement durable. Mmh. Et donc on a donc dans nos missions une mission d'expertise toujours, de par la connaissance qu'on a acquis durant toutes ces années sur la connaissance du patrimoine culturel, naturel, paysager de ce territoire, notre connaissance des acteurs. Et donc on intervient auprès des collectivités sous différentes formes.
une mission d'éducation, comme je l'ai dit, de valorisation de ce patrimoine sous forme d'exposition, d'applications mobiles, enfin voilà, tout est bon pour mettre en scène ce patrimoine qui nous entoure. Et puis une troisième mission qui est plutôt, on va dire, d'animation du territoire, qui vise à la mise en réseau des acteurs, à l'accompagnement des élus dans cette prise de conscience qu'on fait tous partie d'un seul et même territoire qui est cet estuaire, sur ces deux rives, et c'est pas simple. Et on porte un projet de parc naturel régional, Loire-Estuaire Grandlieu, avec cette belle idée justement de mettre en place un projet de développement local qui vise à la valorisation de ce patrimoine. Très bien, donc si je résume un petit peu, les mots-clés de l'estuarium, c'est de la pédagogie, de la valorisation et de la sensibilisation. C'est ça. Et peut-être aussi, sans doute, un quatrième mot-clé, si j'ose dire, c'est l'accompagnement, peut-être, la prise évidemment, de la prise de conscience de cet environnement qui nous entoure, l'estuaire de la Loire, c'est ça ? Et qu'on peut en faire quelque chose. Et qu'on peut en faire quelque chose, et qu'il est aussi, ouais, évidemment, important de le préserver, cet environnement. Très bien. On va revenir, évidemment, sur la centrale qui est à quelques encablures de nous, qu'on peut d'ailleurs apercevoir. On voit les deux grandes colonnes, on peut les cheminées. Merci Sébastien Bellomo. Alors je me tourne vers vous, justement, Sébastien. Quel est un peu le rôle du CSE ici à Cordemais ? Alors, du CSE, nous avons organisé cette initiative, puisque vous savez que là, on est à... Juste parlez bien dans le micro. Nous sommes à quelques semaines, on va dire, d'une décision politique pour que le projet Ecocombust voit le jour. Donc nous avons décidé de réunir aujourd'hui pas mal d'acteurs politiques, la presse bien évidemment, les agents, tout ce qui va, pour expliquer où on en est et avoir un soutien total d'un peu de tout le monde pour faire réagir notre président, M. Macron, et qui nous donne un signe de vie en disant voilà, on y va. Voilà, voilà. Très bien. Donc oui, effectivement, ici, on a des acteurs vraiment différents ici présents. On a vraiment les acteurs institutionnels, les acteurs locaux, aussi sans doute un peu plus régionaux, un peu plus, voire même nationaux. On va commencer un petit peu. Alors, on va pas répondre, de but en blanc à cette question qui nous réunit. Donc, en quoi le projet Ecocombust est-il un modèle d'avenir pour la centrale thermique ? D'abord, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, Cordemais, c'est peut-être pas évident pour toutes et tous. Donc, je le rappelle, on a une trentaine de kilomètres à peu près à l'ouest de Nantes. Une trentaine de minutes à peu près en voiture, si j'ose dire, même si bon, il faut modérer l'usage de la voiture, puisqu'ici on est sur un environnement, on est en tout cas dans un événement qui valorise le développement durable. Donc je reviens sur cette centrale, difficile quand on arrive à Cordemais de ne pas la voir. Je dirais même qu'elle est presque impressionnante. Quand on la voit, on est là, quand on est au pied de cette centrale, on comprend très vite que cette centrale occupe une place centrale, sans mauvais jeu de mots, à Cordemais. Je me tourne vers vous, Cécilia Stéphan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce marqueur identitaire qui est très très important ici à Cordemais ? En quoi cette centrale est un marqueur identitaire de Cordemais ? Alors si on veut reprendre un terme maritime, pour nous c'est un amer. Un amer sur ce territoire qui est relativement plat dans la vallée de la Loire. Et donc cette centrale, on peut la voir vraiment de très très loin. Quand on pouvait monter en haut de la Tour de Bretagne, on la voyait de Nantes. La Tour de Bretagne qui est à Nantes. Tout à fait. Quand on se balade au sud du lac de Grandlieu, quand on a le plaisir de monter en haut du clocher de Saint-Lumine-de-Coutais, on voit la centrale. Enfin voilà, elle sur plusieurs kilomètres à la ronde. Et quand nous sommes perdus dans les marais, on est bien content aussi d'avoir ce repère pour se retrouver. Et ce qui est surprenant, c'est vrai que les personnes, quand elles arrivent sur ce territoire, quand elles voient cette centrale, elles sont un peu choquées de voir cette industrie en plein milieu de ces espaces naturels protégés, riches, remarquables en termes de biodiversité. Et puis ensuite, elles s'y habituent et ça devient un petit peu comme un... Comment dire, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un marqueur identitaire fort. Et parfois, quand on arrive donc de la voie rapide en haut du sillon de Bretagne et qu'il y a de la brume et qu'on ne voit plus les cheminées, panique à bord, qu'est-ce qui s'est passé, où est la centrale ? Et quelque part, je pense que beaucoup de gens y sont attachés de ce principe-là. Et les Cordemaysiennes et les Cordemaysiens, il me semble qu'on dit comme ça. Très honnêtement, je vous fais part d'une anecdote. Moi, quand je suis arrivé ici hier à Cordemais, je discutais avec un taxi qui m'a dit, vous savez, à Cordemais, la centrale,
c'est tout pour cette collectivité, cette commune. Moi, je voulais avoir un petit peu, voilà, votre avis. Est-ce que vous connaissez des Cordemaiziens, des Cordemaiziennes qui vous disent oui, la centrale, c'est tout ici. Je dirais peut-être pas, c'est tout ce qu'on a, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du patrimoine. Sébastien Bellomo. Alors, moi, il faut savoir que ça fait que 8 ans que je suis arrivé en mutation sur la centrale de Cordemais, hein, puisque avant j'étais à Montceau-les-Mines en Bourgogne. Où il y a eu des fermetures de centrales, des paliers de 150 MW, où j'étais à la SNET, Uniper et maintenant Ségalège et l'énergie, qui malheureusement sont en train de connaître un PSE, hein, c'est bien une tristesse. Donc un PSE juste pour un plan social, voilà. Mais effectivement, la centrale de Cordemais est importante pour tout le monde. Elle fait vivre l'économie circulaire. C'est quand même quelque chose qui est important dans la région, important pour Cordemais. Voilà, c'est quelque chose qui est en place depuis des années et là, nous, notre CSE, nous voulons justement faire perdurer cette centrale tout en rentrant dans la transition énergétique. Donc avec ce projet Ecocombust, c'est un projet qui est vert, on est en plein dedans puisque on va récupérer du bois d'ameublement qu'il faut savoir qui est enfoui. Là, on est sur un périmètre de 110 km pour récupérer des bois d'ameublement, pour faire monter une usine avec un traitement en amont et après pour transformer donc ces bois de classe B en pellets et on va pouvoir s'en servir justement dans notre installation à 80% de pellets et 20% de charbon et forcément nous allons réduire nos émissions de CO2 donc on rentre dans la transition, nous rendons aussi des services aux communautés en triant, en faisant le tri aussi. Donc voilà, tout est réuni à l'heure actuelle pour un projet vert et continuer à rendre des services. C'est surtout important, nous sommes aussi quand même avant tout producteurs d'électricité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a la centrale, il y a le projet, mais avant tout, Cordemais est important pour le réseau breton. Nous sommes là pour les pointes, autant pour l'hiver que pour l'été. Il faut savoir aussi que maintenant vous voyez bien que les niveaux d'eau baissent, donc nous on est beaucoup plus facilement appelable que les centrales nucléaires par rapport au rejet sur celui-là, donc voilà, on est capacité d'être assez rapidement sur le réseau. Donc voilà, tout est l'enjeu de garder cette centrale en vie et d'aller avoir un beau projet vert comme on le fait avec le CSE, notre entreprise et bien avant tout les agents. Alors justement, je me tourne peut-être vers nos auditeurs et nos auditrices. La vedette de cet événement, comme le disait tout à l'heure en guise de préambule Jérôme Bonaldi sur la grande scène, eh bien, c'est elle, la vedette. C'est ce pellet, justement, comme on l'appelle, ou black pellet, peut-être en anglais. Voilà, c'est vos meubles Ikea, sans vouloir faire de placement de produits ou de publicité pour ce grand groupe et cette multinationale. Eh bien, voilà, les meubles usagés ou en tout cas qui ne servent plus, eh bien, on peut les utiliser pour en faire une énergie ici renouvelable. Et c'est un peu le cœur de ce projet Ecocombust. Sébastien, peut-être une question pour nos auditeurs. Combien d'emplois ici ? J'ai parlé de centaines d'emplois, mais précisément, on est sur un bassin de combien d'emplois ? À l'heure actuelle, les employés de la centrale, c'est 350 agents. Autrement, l'économie circulaire, ça représente, les emplois indirects et directs, c'est à peu près 1000-1200 emplois. Okay. Donc ce n'est quand même pas rien pour la région. Voilà, et surtout en ce moment, avec la crise qu'on connaît un petit peu sanitaire et tout ce qui découle derrière, ce n'est pas simple. Donc. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans le second débat à partir de 10h30, 10h35 aux alentours. Où on parlera vraiment de ce bassin industriel, de l'importance des emplois et aussi de l'impact de la crise sanitaire sur ce territoire. Car vous savez que voilà, la France, malheureusement, la France métropolitaine est un pays avec des fractures territoriales et la crise sanitaire a évidemment exacerbé des inégalités sociales, mais aussi des fractures territoriales. On aura l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. Je me tourne vers vous, Cécilia Stéphane, plus pour revenir sur cette centrale. On a posé un peu le décor, marqueur identitaire, le bassin industriel avec Sébastien. La centrale, elle est aussi et surtout au service des acteurs locaux ici. D'ailleurs, quels sont-ils, ces acteurs locaux ? Alors, ils sont de plusieurs sortes, mais j'aimerais revenir sur le point qui me paraît le plus important et qui, justement, va lier tous ces acteurs. Alors, non pas directement à la centrale, enfin, pour ma part, par rapport à ce que j'ai à vous relater, mais par rapport à ce petit port. Auquel on attache beaucoup d'importance parce que pour nous c'est du patrimoine. Alors juste une petite pause par rapport à nos auditeurs, le port. Alors on parle de quoi concrètement ? C'est situé où ? À quoi ça ressemble ? Alors le petit port de Cordemais est situé donc vraiment au pied de la centrale.
dans un ancien bras de Loire, parce qu'il faut imaginer que la centrale est sur une ancienne île de Loire, qui aujourd'hui est rattachée aux rives, mais donc coulait ici, entre cette île et les rives, un bras de Loire. Et donc le petit port de Cordemais, qui date depuis fort longtemps, avec toute une activité autour de la pêche, très importante, est positionné là. Et donc les estuaires, en fait, sont voués à s'envaser. Donc ça, c'est irrémédiable. Je vais vous mettre en avant juste après. Et donc, Sébastien reviendra sur ce sujet tout très à l'heure. Bien. Donc comme les estuaires sont voués à s'envaser, ce petit bras de Loire, finalement, se colmatait et le port disparaissait. Et donc l'arrivée de la centrale a vraiment donné une seconde vie à ce patrimoine, parce qu'il faut savoir que depuis que la centrale est implantée, le petit port de Cordemais est vraiment le dernier petit port de l'histoire de la Loire en activité aujourd'hui. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et en fait, c'est les rejets d'eau de refroidissement donc, de la centrale qui sont rejetés dans le bras de Loire, qui font un effet de chasse d'eau et qui désenvasent, on va dire, régulièrement ce port, et permet l'entrée et la sortie des bateaux, et c'est pas rien, à n'importe quel moment de la journée. Donc les pêcheurs cordemésiens peuvent dire merci d'une certaine manière à la présence de la centrale qui permet justement, au travers de ce système de chasse d'eau. Sébastien voulait dire un mot là-dessus. Justement, la centrale est très importante pour le port, puisque on a nos pompes de rejet, comme vient d'expliquer. En fait, on sert à dévaser l'entrée du port et la sortie du port. Donc si la centrale ne tourne plus, comme vient d'expliquer madame, demain, c'est une activité qui va potentiellement être à l'abandon, quoi. Et donc on est bien embêté aussi pour ça, puisque comme vous l'avez bien rappelé, il y a quand même des pêcheurs. On a aussi le port à sec qui fait quand même marcher beaucoup le port. Donc voilà, et puis il faut dire ce qu'il y a, le port est quand même sympathique, le cadre est magnifique. Ça serait quand même dommage, vous l'avez bien rappelé, c'est le dernier sur l'estuaire, mais c'est quand même dommage qu'il reste à l'abandon et puis ça devienne juste un bras envasé de la Loire. Voilà. Et puis il faut savoir aussi qu'en pleine période de pêche à la civelle, c'est pas moins de 50 bateaux de pêche qui viennent s'y abriter, ce qui n'est pas possible ailleurs sur l'estuaire. Donc on est d'accord, si on fait un peu de fiction, évidemment, dans un scénario qu'on ne privilégie pas, évidemment, qui serait la fermeture de cette centrale, il y aurait donc un problème, si je vous écoute, par rapport aux pêcheurs, par rapport... il y aurait un envasement éternel de ce bras de Loire. C'est voué à se fermer complètement. Donc de la nécessité de maintenir l'activité de cette centrale, à la fois, évidemment, pour le bassin industriel, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette matinée, mais aussi et avant tout pour des raisons environnementales. Si je vous suis bien. On va peut-être se rapprocher un peu plus du projet Ecocombust. Peut-être une question avant, parce qu'on n'a pas abordé cette information qui est primordiale, mais elle date de quand cette centrale, Sébastien ? 1970, je crois, une mise en service ? Ouais, ça doit être ça, c'est ça. Mise en service en 1970, voilà, on est en 2021. Alors, la question qu'on a en tête, c'est en quoi ce projet Ecocombust est-il un modèle d'avenir ? Qu'est-ce qu'il apporte concrètement comme solution à un problème donné ? Tout simplement la transformation des pelets que vous avez fait voir à un rapport calorifique qui est aussi important que le charbon, donc qui peut s'y substituer complètement au charbon, et ce modèle-là peut aller dans toute centrale charbon. Donc on rentre pleinement dans ce qui est demandé par les ministères, le gouvernement, la COP21, le moins de CO2, moins d'émissions. Donc voilà, c'est ce qu'on fait à Cordemais peut être un modèle qui peut être remis sur d'autres centrales à charbon, partout dans le monde. Voilà. Donc c'est un peu innovant. C'est une filière qui est en train de se monter, on espère qu'elle va voir le jour, qui est innovante et qui peut se déporter dans le monde entier par rapport à des centrales qui fonctionnent au charbon. Et qui vont forcément réduire l'impact sur le CO2 et aussi bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que chez nous qui amène les mieux. On va pas faire la pub pour Ikea, mais malheureusement c'est ce que les gens connaissent le mieux en termes de meubles comme ça. Dans les autres pays aussi, ça peut aussi, au lieu d'enfouir ces bois d'ameublement, servir à quelque chose et qui rend dans la transition énergétique. Voilà. Alors, Cécilia Stéphan, j'imagine que ce projet Ecocombust, vous en avez entendu parler, j'imagine que vous l'avez suivi. C'est une réelle solution pour maintenir l'activité de la centrale, selon Après, vous? Je ne suis pas technicienne. Bien sûr, mais j'imagine que le projet, à minima, vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, je parle sous votre contrôle. Je connais les... les contours, Voilà, tout à fait. Et puis je vois bien que
voilà, il y a des efforts qui sont réalisés, que finalement ces pellets, ce bois finalement, comment dire, au moment de sa putréfaction, on va dire, aurait rejeté le même CO2 que s'il avait été brûlé dans la centrale. Alors que le charbon qui est enfoui, si on le ressort, voilà, bon voilà. Donc, Vous êtes dedans. C'est un peu technique, c'est pas facile. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Sébastien donc, voilà, acquiesce. moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ok. Donc si on peut avoir ce monument, on va dire, patrimonial pour ce territoire qui crée justement un bel équilibre entre préservation et puis développement économique, voilà, on est en plein dans... Est-ce qu'on imagine, alors récemment, hein, c'est une actualité qu'on a suivie, forcément que pas mal d'acteurs ici présents ont suivi récemment, c'est la fermeture de la centrale du Havre. Voilà, donc qui a été évidemment une tristesse, une mauvaise nouvelle, on est d'accord. Combien de centrales restent-elles encore en activité en France, à l'heure actuelle, Sébastien ? il ne reste plus que la centrale de Gardanne et la centrale des Méluchais, mais qui sont vouées à fermer là très rapidement, puisque là, le PSE vient d'être annoncé, malheureusement pour... C'était mes anciens collègues, donc j'ai aussi un petit message à eux et on pense très fort à eux. Voilà. Donc on rappelle, la centrale de Gardanne, elle est dans les Bouches-du-Rhône, et celle de Saint-Avold en Lorraine. En Lorraine. Donc voilà, donc Cordemais, Gardanne, Saint-Avold. Est-ce que Saint-Avold et Gardanne pourraient potentiellement s'inspirer du projet Cocombuste ? Bien évidemment. Après, vous savez très bien que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce modèle peut être remis sur d'autres centrales. Donc pas de problème, ça peut se faire aussi. Donc des alternatives crédibles existent. Complètement. Qu'est-ce qui manque concrètement aujourd'hui pour tamponner, si j'ose dire ? Alors, c'est quoi ? C'est une volonté politique ? Exactement. On est sur un choix politique qui doit être pris très rapidement si on veut être dans les temps au niveau de la transition énergétique pour qu'on soit à l'hiver 22-23, qu'on puisse produire, rendre service aussi en termes d'électricité aux usagers et bien évidemment rentrer dans la transition énergétique à ce moment-là. Voilà. Peut-être revenons, Cécilia Stéphane, si vous le voulez bien, sur cette centrale au service des acteurs locaux. On a parlé des pêcheurs. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs locaux qui bénéficient de la présence de cette centrale ? Alors on a parlé du port à sec et c'est vrai que c'est une société privée. Il y a aujourd'hui sur le port à sec 300-400 bateaux, je crois, dans cet ordre-là. Et donc il a besoin de ce petit port pour les mises à l'eau, pour pouvoir aussi récupérer les bateaux. Donc pour lui, c'est essentiel pour son activité, ça c'est indéniable. Et puis on a aussi ce centre de découverte de l'estuaire qui a ouvert ses portes début 2019, donc tout récent, Terre d'Estuaire, qui a besoin aussi ce petit port en termes d'aménité. Mais aussi, il semblerait qu'ils aient un projet de pouvoir accueillir donc les croisiéristes. Vous savez qu'il y a des bateaux qui font la croisière de Nantes à Saint-Nazaire avec des commentaires à bord. Et donc de pouvoir proposer une halte ici à Cordemais pour visiter la commune, mais aussi cet équipement. Donc voilà, il y a toute une économie autour. Donc tourisme aussi, donc si je comprends bien. Oui. Très bien, donc on a parlé des pêcheurs, on a parlé notamment de cet aspect touristique qui est évidemment très important. Juste Sébastien, oui. Chose d'essentiel, nous avons oublié de parler quand même, c'est nos prestataires qui sont là au quotidien. Bien sûr, les prestataires. Toutes les entreprises qui sont aux alentours. On compte aussi, bien évidemment, je prends un truc bête, le boulanger du coin, la supérette. Enfin voilà, la centrale fait vivre quand même quelque chose d'économique important. Donc voilà, et bien évidemment, notre projet que nous proposons, et avec EDF bien évidemment, écrire d'emploi. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. On va dire que l'usine, c'est quand même une soixantaine d'emplois, plus tout ce qui va graviter autour. Donc voilà, on remet encore de l'économie dans la région et surtout dans notre bassin qui est en ce moment un peu en difficulté avec ce qu'on connaît, cette malheureuse crise sanitaire qui est très compliquée. Bien sûr, je le répète, on aura l'occasion d'y revenir sur l'impact de la crise sanitaire sur ce territoire. Mais Sébastien, vous faites bien de rappeler, parce que c'est important peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices, de comprendre cet enjeu. Quand on parle de bassin industriel, peut-être on peut faire un espèce de rétrofit avec ce qui s'est passé sans doute en Lorraine ou dans des bassins miniers dans le Nord ou autres. Voilà les conséquences de désindustrialisation, avec évidemment des emplois directs qui sont touchés, mais aussi indirects. Parce que voilà, effectivement, si demain la centrale était amenée sans doute à fermer, eh bien voilà, peut-être
peut-être qu'il y aurait des départs de la ville, peut-être qu'il y aurait voilà, des services publics qui seraient aussi amenés à partir, à bouger, etc. Donc on aurait un délitement finalement du tissu social et économique. Et ça peut-être des fois c'est un paramètre qu'on ne prend peut-être pas assez en compte finalement. Ou en tout cas que les gouvernants potentiellement ne prennent peut-être pas assez en compte. C'est les impacts vraiment à long terme, les conséquences à long terme sur tout ça. On s'approche de la fin de ce premier débat. Il nous reste 3 minutes. Peut-être s'il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui mériterait peut-être qu'on mette en valeur, ce serait lequel selon vous ? On a été complet ? Je pense qu'on a tout dit, on a été complémentaires. Bien. Très bien, donc on le rappelle, le projet Eco-Combust, c'est donc une réelle alternative. Si on doit répondre à cette question qui nous a réunis donc ce matin, en quoi est-il un modèle d'avenir pour les centrales thermiques ? Eh bien voilà, on est sur aussi un projet, peut-être que ça on l'a pas parlé Sébastien, mais rappelons aussi que cette initiative naît des salariés, elle naît aussi des représentants du personnel, de personnalités syndiquées, syndicalisées, donc il y a une forme de renouveau du syndicalisme un peu si je... C'est une aventure qui a commencé maintenant il y a 5 ans, quand Madame Ségolène Royal a voulu passer une loi sur le CO2, taxer les CO2 spécifiques au charbon, centrale charbon. Et de là, notre ancien directeur, M. Florentine d'époque, c'est bien tombé, c'est bien goupillé, a été démarché justement pour faire des essais des pellets. Donc des essais que nous avons essayés, et donc du coup au début, on va être honnête, on a regardé, on dit on va où ? Dubitatif au début. Et on a pris ça au sérieux, donc notre CSE, et donc on a commencé aussi de monter nos dossiers, d'aller démarcher les politiques, d'aller aussi voir nos directions. Nous avons fait des mouvements de grève justement pour avoir des moyens. Moyens supplémentaires en termes financiers, en termes humains. On a eu carrément un groupe projet qui est dédié vraiment que à ça. Donc c'est toute une histoire qui dure depuis 5 ans. Avec des démarches administratives. Qui était voilà, ça a été vraiment. On a eu des périodes de grève, on a eu des périodes très compliquées, faut dire ce qu'il y a, parce que au début. Même au niveau du gouvernement, on n'était pas les bienvenus avec nos projets, quoi. Donc ça a été compliqué, ça a été vraiment très compliqué ces 5 ans. Et là, voilà, en espérant que cette finalité, elle soit positive pour mes collègues aussi prestataires, l'économie, et bien évidemment rentrer dans la transition énergétique, comme on le fait si bien, et réduire les impacts sur le CO2. Et ça, on est vraiment attaché à ça, on veut le faire. Voilà. C'est un axe qu'on développera notamment dans le second débat sur vraiment cette genèse de cette initiative Eco-Combust. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment au bout d'un processus qui a débuté 2015-2016. 2015, donc au bout d'un processus, et voilà, on mettra en valeur tout ce travail qui a été mené par à la fois EDF, ses salariés, les syndicalistes, et voilà, parce qu'il est aussi important de rendre à César ce qui appartient à César d'une certaine manière. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à ce premier débat télé sur ici cet espace. Je rappelle, Cécilia Stéphane, que vous êtes la directrice de l'estuarium de Cordemais. Peut-être on peut suivre l'estuarium sur les réseaux, sur la toile ? Oui, on a un Facebook, un Instagram, donc, un site internet. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous regardent. Merci. Voilà, l'estuarium à suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les initiatives, pourquoi pas peut-être aussi emmener des groupes scolaires ou autres. On a dit que ça c'était destiné aux jeunes, mais pas seulement. Et puis, merci Sébastien Bellomo, secrétaire du CSE. On aura l'occasion de toute manière de vous recroiser ici au sein de ce forum.